Salut à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Quoi de neuf. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous remettre un petit peu le contexte concernant ce problème qui un des premiers problèmes qui est apparu lors de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est le fameux mur pour empêcher l'immigration, plus particulièrement mexicaine, vers les États-Unis, et l'immigration évidemment illégale. D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose d'assez important, qui est qu'aux États-Unis, il y a à peu près un an, on a mis des projecteurs sur les suprématistes blancs, sur les néo-nazis, l'extrême droite américaine, etc. On les a présentés vraiment comme un fléau, et plus particulièrement en ciblant la population blanche sudiste. Je reconnais qu'en effet, la population blanche sudiste est majoritairement aux États-Unis une population qui a une fâcheuse tendance à être un petit peu dans cet état d'esprit de sauver la race blanche de l'envahisseur, etc. Sauf que le problème, c'est que déjà, d'un côté, il faut savoir que la plupart des Américains considérés comme étant des Américains d'extrême droite, suprématistes, etc., ils ne représentent rien au niveau, à l'échelle de la population américaine. Leur représentation officiellement tourne au moins de 20 000 personnes aux États-Unis, reconnues, déclarées. Après, évidemment, c'est comme en France, si vous voulez, c'est que dans les conversations sociales, beaucoup de gens n'admettent pas leur réel sentiment, leur réelle opinion vis-à-vis de ces phénomènes de l'immigration, des migrants, etc. Parce qu'il y a évidemment la chape de plomb du politiquement correct qui oblige l'individu à acquiescer, à être plus ou moins complaisant, consensuel dans la conversation, être politiquement correct, disons-le carrément, alors qu'en réalité, dans les confidences, on se rend compte qu'il y a parfois des gens qui ont une certaine vision assez réaliste des choses, voire malheureusement aussi parfois assez extrêmes, avec des arguments qui sont ceux, en règle générale, qu'on qualifie et qu'aujourd'hui on amalgame comme étant des racistes, des suprématistes, blancs, etc. Donc voilà, ces populations-là sont assez minoritaires. En réalité, la population blanche aux États-Unis, elle est toujours majoritaire. On est à peu près sur une base de 76% de la population américaine d'origine caucasienne. Et en face, il faut savoir que, en effet, oui, il y a une progression de la population hispanique. Quand je dis hispanique, ça englobe à la fois toutes les personnes qui viennent des pays, évidemment, latins, que ce soit des Mexicains. Pour la plupart, c'est assez majoritairement des Mexicains, parce qu'évidemment, c'est la frontière limitrophe, mais on peut croiser aussi beaucoup de Vénézuéliens, d'Uruguayens, de Péruviens, de Boliviens, toutes ces populations qui viennent de ces pays hispaniques. Quelques pays portugais aussi, du Brésil, il y en a très très peu finalement, mais et ce qui est assez amusant aussi d'ailleurs, c'est que on focalise souvent sur un archétype même de latin, alors qu'il y a des afro-latins. Ben oui, il y a aussi de l'esclavage, il y a eu aussi de la traite négrière dans certains pays hispaniques. D'ailleurs, c'est les premiers, les hispaniques, les conquistadors, les espagnols, les portugais ont été les premiers à faire de l'esclavage. Il faut savoir que l'esclavage aux États-Unis est arrivé beaucoup plus tard, par accident en plus. Je vous laisse regarder la chose parce que c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'on focalise énormément sur l'esclavage nord-américain, alors qu'en finalement, historiquement, c'est quand même l'esclavage hispanique qui a été le plus significatif. Enfin, ça c'est pour la petite anecdote. Donc l'émigration, en fait, le problème de l'immigration aux États-Unis, c'est exactement le même problème qu'on a en Europe, c'est-à-dire des populations qui viennent tout simplement chercher de meilleures conditions économiques, on va dire, que dans leur pays. Ça rejoint un peu aussi le même problème de la démographie, parce que dans les pays hispaniques, il y a une démographie relativement galopante, mais qui fait que c'est une démographie qui dépasse la capacité économique et sociale de ces pays
par leur politique, de par leur culture aussi, qui fait que vous avez, par exemple, aux États-Unis, il n'est pas rare de croiser assez souvent des hispaniques, mais des hispaniques d'origine native, puisque les natifs dans certains pays hispaniques, je pense par exemple au Pérou, vous avez deux types majoritaires de population. Vous avez les hispaniques issus ou métissés avec les Espagnols, et puis les natifs. Et ces deux communautés se détestent profondément. Donc vous avez beaucoup de natifs de ces pays latins qui essayent de trouver des meilleures conditions aux États-Unis, ce qui, à la limite, est presque légitime, et ce qui se comprend d'ailleurs. Le seul problème qui se passe aux États-Unis, mais c'est le même problème qu'on a en Europe, c'est que la population immigrée latine a servi depuis des années à faire du dumping social, c'est-à-dire à permettre de faire de la compétitivité au niveau des salaires. Je rappelle que les salaires aux États-Unis, vous avez l'équivalent de ce qu'on appelle le SMIC en France. Le salaire minimum fédéral, on va dire, est de l'ordre de 7,23 $, je crois, 7,25 $, quelque chose comme ça, brut. Mais chaque État peut très bien adopter une autre politique arrangeant par rapport à sa situation économique. Par exemple, on sait que la Californie, où je crois le New Jersey et New York sont les endroits où les salaires, le salaire minimum est le plus élevé. Par contre, le salaire le plus bas, c'est par exemple la Géorgie. La Géorgie aujourd'hui attire de plus en plus d'entreprises, surtout les rares entreprises manufacturières, industrielles, etc. Tout simplement parce que le coût du travail, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour 5 $ de l'heure, par exemple. Ici en Caroline du Nord, le salaire minimum fédéral, c'est 7,23 $, mais il y a quelques conditions. Par exemple, dans la restauration, on autorise de pouvoir payer en deçà de ce 7,23 $ minimum. Donc voilà, c'est l'ultralibéralisme américain, etc. Donc on a été obligé d'amener ce genre de politique à cause justement de ce dumping social qui émanait de cette immigration hispanique. Cette immigration hispanique, elle représente aujourd'hui, je crois, à peu près 13% de la population. La population finalement qui a peut-être le plus de légitimité à avoir peur d'un remplacement, un grand remplacement, attention le terme est très galvaudé, c'est la population afro-américaine, puisque la population afro-américaine, il y a encore à peu près 40 ans, était majoritaire par rapport à la population, la population afro-américaine était plus importante que la population hispanique. La tendance est inversée. Aujourd'hui, les hispaniques sont plus nombreux, de l'ordre de 2% par rapport à la population afro-américaine. Je ne vais pas trop aller dans le détail sur les conséquences sur le terrain, sur la réalité. Moi, ma propre expérience, j'ai pu observer dans plusieurs endroits qu'il y a un remplacement, en effet, de la population afro-américaine dans les milieux professionnels, tout simplement parce que malheureusement, les Afro-Américains se sont peut-être un peu trop reposés sur le principe du quota. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a l'imposition d'un quota, d'un nombre d'Afro-Américains dans les entreprises, ce qui a malheureusement eu cet avantage pour les Afro-Américains de pouvoir intégrer différents secteurs professionnels, différents secteurs d'activité dans les entreprises américaines, mais ça a aussi mené des Afro-Américains à peut-être un peu se la couler un peu trop douce dans l'entreprise, pour ne pas dire être un petit peu des feignasses. Et ça, aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on est, il faut savoir que les hispaniques jouent énormément là-dessus, parce que les hispaniques, eux, sont beaucoup plus ambitieux que les Afro-Américains. Et donc, il y a en effet un remplacement des Afro-Américains au détriment des hispaniques par rapport aux Afro-Américains. C'est ce qui fait, par exemple, dans les entreprises, avec aujourd'hui l'accessibilité aux études, aux diplômes, etc., bien, malheureusement, il n'est pas rare de voir dans certaines entreprises des Afro-Américains soit partir ou démissionner ou se faire virer et se faire remplacer par des gens issus de l'immigration américano-latine. Alors c'est des américano-latins soit résidents permanents, soit naturalisés ou nés américains. C'est aujourd'hui, évidemment, il y a plusieurs générations aujourd'hui de latino-américains qui fait mais qui restent quand même conscients et assez fiers de leurs origines latines. Donc oui, en effet, il y a un phénomène de remplacement, mais qui est assez marginal pour l'instant. Mais on est aux États-Unis, et aux États-Unis, la culture, c'est
on en fait des caisses. On en fait des caisses, on en fait des montagnes de tout. Donc forcément, ça prend des ampleurs plus importantes que la réalité. Alors je ne dis pas que dans certains États, ce n'est pas la réalité. Je prends par exemple le Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, le Nouveau-Mexique, c'est un État où l'on sait que la population à la fois immigrée, naturalisée et citoyenne américaine d'origine hispanique est aujourd'hui majoritaire dans cet État. Donc évidemment, ça donne encore plus à réfléchir sur l'issue. Est-ce que je peux éventuellement faire allusion à l'historique finalement de ce continent, de cette partie du continent, puisque rappelons quand même que les États-Unis s'est construit essentiellement en conquérant des terres qui appartenaient, pour ainsi dire, au Mexique. Je veux dire, les États comme le Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado, la Californie appartenaient au Mexique. Mais grâce à certaines guerres, on va dire, ce qu'on appelle les guerres hispano-américaines, ici, qui ont eu lieu au 19e jusqu'au début fin 18e, pendant le 19e et un petit peu au niveau du début du 20e siècle, eh bien, il y a comme une sorte de revanche dans l'esprit de certains hispaniques de vouloir reconquérir tout simplement ce qui a toujours été leur terre. Et d'ailleurs, même quand on va en Californie, on sent bien qu'il y a quand même une influence hispanique, ne serait-ce que déjà le nom des villes, hein, Los Angeles, San Francisco, c'est de l'espagnol, c'est pas de l'anglais. Hein, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué finalement à détailler, mais qu'évidemment on essaie de simplifier parce que ça sert la politique de Donald Trump de construire son mur, de limiter l'immigration aux États-Unis, etc. Alors que finalement cette immigration, elle sert l'économie du pays. Alors après, en bien ou en mal, on peut en faire des débats pendant des heures, savoir est-ce que c'est bien bénéfique ou est-ce que c'est négatif pour l'économie du pays. Bon, le fait est, c'est que je le constate pratiquement tous les jours, c'est quand, pour moi, les hispaniques sont plus productifs que les afro-américains et parfois même sont souvent, et très souvent même, dans des métiers que les blancs ne veulent pas pratiquer. C'est par exemple des métiers par exemple les jardiniers. Par exemple. Les jardiniers, oui, ça peut paraître être un cliché, mais c'est la réalité. Beaucoup de jardiniers sont des hispaniques. Beaucoup aujourd'hui de réparateurs d'électroménagers, de vendeurs d'occasion sont des hispaniques. Ce sont finalement une population qui est assez débrouillarde finalement, de par justement ce que je disais tout à l'heure, qui est assez ambitieuse, qui en veut. Donc forcément, dans certains secteurs d'activité, eh bien, ça fait craindre. Ça fait craindre et ça fait craindre aussi dans certains États à ce remplacement, c'est-à-dire que malheureusement certains blancs comme certains afro-américains qui sont un petit peu feignasses sur les bords, forcément au bout d'un moment se font remplacer par les hispaniques qui sont un peu plus productifs. Voilà, donc voilà quelques petits éléments de réflexion sur la réalité de cette affaire concernant le mur et le problème de l'immigration aux États-Unis avec la politique de Donald Trump. Il faut faire très attention aussi, c'est qu'évidemment on joue énormément sur l'émotionnel aux États-Unis. L'émotionnel est un des paramètres aujourd'hui essentiels dans le développement de la communication et quand on veut faire circuler certains messages. Aujourd'hui, aller chercher la sensibilité émotionnelle chez les Américains, c'est quelque chose d'assez récurrent parce que c'est quelque chose qui fonctionne énormément. La preuve, c'est que dernièrement, on nous a montré cette gamine qui pleurait toutes les larmes de son corps parce que son père était ramené à la frontière, était expulsé. Alors évidemment, émotionnellement, on dira c'est dégueulasse, etc. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Soit on est dans l'émotionnel, on est dans l'humanitaire, on est dans la solidarité. Et dans ce cas-là, on ouvre toutes les portes. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de frontières et on laisse tout le monde rentrer, sortir, etc. avec tous les aspects, tous les problèmes que ça peut générer. Ou alors, dans ce cas-là, on légitime une souveraineté territoriale avec des frontières. Et dans ce cas-là, les frontières, ça implique des lois et des lois qu'il faut respecter. Donc les individus qui sont chopés en situation irrégulière, ils sont reconduits à la frontière, ce qui est tout à fait normal. Alors après, évidemment, dans des contextes et dans des situations dramatiques, familiales et sentimentales, mais malheureusement, la loi, c'est la loi. Si on n'applique pas la loi sous prétexte parce que ça
peut générer en effet des problèmes émotionnels. C'est comme le coup des cages, par exemple, on séparait les enfants des adultes, etc. Oui, mais quand on met quelqu'un en préventif, par exemple, quand on met quelqu'un en préventif, on ne va pas le mettre avec son gamin. Le gamin, il est forcément séparé de ses parents. C'est exactement la même chose en France. Quand vous mettez une mère ou un père en préventif, ou même des parents en préventif, le gamin, il est séparé et forcément, il y a un choc émotionnel. Et c'est la même chose ici, même si après, on peut en effet débattre sur les conditions, les situations, les contextes, etc. Mais voilà, le problème fondamental, et ça évidemment, on ne le fait pas ressortir dans ce qu'on a envie de présenter à l'opinion publique, c'est que y a des lois, et les lois, faut les respecter, surtout aux États-Unis où les lois c'est quelque chose de carré, il faut les respecter, etc. Donc on ne peut pas se permettre, sous prétexte d'un progressisme humaniste, etc., d'ouvrir les portes à qui veut, et puis voilà, c'est open bar. Là, par contre, ça risquerait en effet de poser un problème économique, social et aussi sociétal. Quand je dis sociétal, c'est les relations communautaires, puisque les États-Unis, on parle beaucoup de melting pot aux États-Unis comme étant l'exemple même de la réussite du multiculturalisme, du multiracialisme, ce qui est totalement faux. Je rappelle que le principe du melting pot américain, c'est viens chez nous, profite des libertés et des droits qu'on t'octroie, et on respecte finalement tes origines et tes traditions. Sauf que voilà, ça crée du communautarisme, c'est ce qu'on veut mettre en place, c'est ce qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs en France, ce qui est totalement incompatible avec la culture finalement latine, parce que quand vous allez dans les pays latins, aux Amériques, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est souvent des cultures qui sont en opposition, et il y a forcément une culture qui veut être dominante par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que le principe d'assimilation est un principe qui s'applique dans beaucoup de pays latino-américains, mais pas aux États-Unis, puisque c'est une culture anglo-saxonne, même si certains me diront que non, les Américains, c'est pas des anglo-saxons, c'est des Américains. Je leur répondrai que ce sont peut-être des Américains, mais qui ont des origines, et ça on peut le voir tous les jours, qui ont des origines anglo-saxonnes, puisque à l'origine ce sont quand même des Britanniques, à la fois aussi hollandais, germaniques, etc., mais qui ont des cultures plus ou moins assimilables dans certains principes. Donc tout ça pour dire que faire très attention à ce que l'on émet en matière d'immigration, de migrants, parce que il y a à peu près 60% aujourd'hui des informations qui cherchent à aller chercher l'émotionnel, la sensibilité, l'humanisme des individus, pour leur faire accepter tout simplement de faire rentrer des gens dont au final on ne saura pas trop quoi faire, parce que socialement, économiquement, ils ne sont pas viables. C'est souvent des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est souvent des gens qui sont sous-diplômés. Ne pas confondre avec l'immigration choisie, c'est-à-dire que l'immigration choisie, c'est qu'on va aller chercher des gens diplômés pour les mettre dans un pays et ensuite les instrumentaliser pour faire ce que je disais tout à l'heure, du dumping social. C'est le cas aux États-Unis, par exemple, tu as beaucoup d'hôpitaux qui font du dumping social. C'est-à-dire que pour niveler les salaires vers le bas, eh bien, on va aller chercher des Indiens, des Pakistanais, des gens issus du Maghreb, du Moyen-Orient, un peu d'hispanique aussi, pour des positions de médecins généralistes, de médecins urgentistes, infirmières, tout ça pour niveler les salaires vers le bas. C'est une des raisons aujourd'hui pour laquelle les infirmières, pourtant les infirmières c'est quand même un métier qui pourrait nécessiter des niveaux de salaire quand même assez importants, et bien aujourd'hui sont payées une misère. Et il n'est pas rare d'ailleurs que certaines infirmières ont un deuxième boulot parce qu'elles n'y arrivent pas. Mais ça, c'est un autre problème sur l'aspect social, le système américain, sur lequel je ferai une autre vidéo pour vous donner quelques petits détails très intéressants pour votre compréhension de ce qui risque de se passer en Europe avec cette politique ultralibérale qui est en train de s'installer et plus particulièrement en France. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le problème et les petites ambiguïtés, les petites instrumentalisations et manipulations, propagande concernant l'immigration aux États-Unis.
Portez-vous bien et on se retrouve très bien bientôt. Pas bien chaud, bien chaud, mais même si je parle parler avec l'accent, ça c'est. J'évite de parler avec l'accent, sinon vous risqueriez de rien comprendre. Portez-vous bien.